Ça, le jeune Wapiti, fils de Maok et de Moko, était venu au monde en prenant son temps, ce qui avait presque tué sa mère. Pour Odako et son frère s'achevaient les jeux de l'enfance. Sik, le grand grizzly, convoitait la femelle. Tout comme Katayotsimi, un jeune célibataire qui fit fuir le jeune frère avant d'être lui-même écarté par Sik. Dans leur nid, 3 autour des palombes étaient nés. Parmi eux, une femelle nommée Aibabo. Dans les rocailles, Stowabi, le serpent à sonnette, montrait à un rat kangourou qu'on ne doit pas s'approcher des inconnus. Sur la prairie des bisons, la naissance d'Oki avait failli faire manquer à sa mère le départ du troupeau vers de nouveaux pâturages. Du mont Robson au lac Minnewanka, du Columbia Icefield aux chutes de Tangle, les terres sauvages de l'Ouest canadien portent la signature des glaces qui y régnèrent jusqu'il y a 11 000 ans. Les glaciers ont découpé comme au ciseau le quartz et le grès de cette cordillère montagneuse dressée de l'Alaska à la Terre de Feu, cyclopéenne colonne vertébrale des Amériques, et dont on appelle cette portion roquise les montagnes rocheuses. À l'est des montagnes rocheuses s'étend, parcourue par la rivière Saskatchewan et ses affluents, une immense prairie peuplée de bisons et de sentinelles nommées chiens de prairie. Chez les chiens de prairie, le cri des sentinelles signale l'irruption d'un prédateur. Mais il arrive que les adultes préposés aux tâches d'alerte soient dépassés par les événements. Ce matin, une buse de Swenson, qui fait des chiens de prairie et autres écureuils son régime ordinaire, a tué un membre de la colonie. Pourtant, il faut bien que la vie continue pour l'immense groupe qui a construit sous la prairie des terriers collectifs si grands qu'on les appelle villages ou cités. Le blaireau américain lui aussi est équipé pour creuser. Ses pattes avant, munies de longues griffes, creusent comme des pioches, et ses pattes arrière évacuent la terre, comme des pelleteuses. Le blaireau ne creuse pas que pour se loger. Il sonde aussi la terre dans l'espoir de tomber sur un animal endormi ou réfugié dans son terrier et qui, repéré à l'odeur, s'y retrouvera bloqué. Pour se défendre des dangers venus du ciel ou de la terre, les chiens de prairie n'ont d'autre protection que l'efficacité de leur système social. Ils forment des sociétés soudées et organisées. Plusieurs cellules familiales, constituées d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de leurs petits, se regroupent en tribus qui forment elles-mêmes une colonie. Enfin, les chiens de prairie communiquent efficacement entre eux grâce à des vocalisations d'une extrême diversité. Normalement, le blaireau n'aime pas courir.
Mais des chiens de prairie bruyants et agités peuvent réveiller ses instincts prédateurs. La vigilance des sentinelles a été prise en défaut. Mais le blaireau ou la buse de Swenson ne sont pas coupables de la raréfaction des chiens de prairie. Au début du XXe siècle, on observa une cité de 160 km sur 400 qui abritait 400 millions d'individus. Aujourd'hui, la population des chiens de prairie a été réduite à 1% de ce qu'elle était à cette époque. Une réduction proportionnelle à celle de leur habitat progressivement colonisé par l'homme. Entre les herbes que le printemps a rehaussées, Saa, le wapiti né voici quelques jours, attend sa mère. Celle-ci, Maok, le recherche. S'il ne se montre pas, s'il ne se fait pas entendre, s'il ne fait pas en somme le premier pas, elle ne le trouvera pas. Car la nature, stratagème protecteur extraordinaire, la fait naître parfaitement inodore. Seule l'odeur de sa mère peut donc diriger vers lui l'intérêt des prédateurs. C'est pourquoi si Maok se fait repérer, mère et enfant se séparent immédiatement. Malmené par le vent, le grand nid qu'un couple d'autour des palombes avait bâti à 20 mètres de haut s'est disloqué. Un seul des 3 jeunes oiseaux a survécu. C'est une femelle. Elle se nomme Aibabo. Dès les premiers jours, elle avait démontré sa capacité à se battre et à survivre. À présent, ses cris d'appel ne serviront plus à rien. Ni père ni mère ne se présenteront pour lui porter sa nourriture. Aibabo se retrouve seul au monde, dans cette forêt où son espèce est faite pour tuer et pour régner, mais où même les rois peuvent mourir. L'alerte est passée. Saa va enfin pouvoir rejoindre sa mère. Le faon attend son dernier repas de la journée. Maok lui fournit un lait qui caille directement dans l'estomac, afin que la digestion s'étale dans le temps. Ce système limite le nombre des retrouvailles, puisqu'elle constitue toujours un risque entre la mère et son petit. Il est déjà temps de se séparer. Saa court encore vers sa mère. Il aimerait prolonger la rencontre, galoper avec elle vers le troupeau qui attend là-bas dans la vallée. Mais le faon est trop jeune et son instinct lui impose de rester isolé dans la cuvette que son corps a creusée dans les herbes.
Comme le bison, le wapiti, le loup ou le caribou, les ancêtres du mouflon américain arrivèrent d'Asie centrale il y a un demi-million d'années, en passant par la langue de terre qui recouvrait alors le détroit de Bering. L'espèce évolua selon les exigences de l'habitat. Il fallait qu'elle s'adaptât à de grands écarts d'altitude et de température. En cette saison, les nouveau-nés se tiennent avec leur mère à l'écart du groupe sur le flanc de la montagne. Le mouflon est un animal précoce. 2 à 3 jours après sa naissance, le petit est déjà capable de suivre sa mère sur les rochers et réclame même d'elle, parfois, un supplément de promenade. Pendant les 2 premières semaines, les jeunes n'absorbent que le riche lait maternel. Puis ils testeront le goût des végétaux les plus tendres et seront totalement sevrés au bout de 5 ou 6 mois. Dès les premiers jours, les jeunes mouflons découvrent à quel point la nature les a destinés à affronter précipices, pentes et à pic. Leurs sabots comportent un bord avant dur et pointu et une sole plus molle et concave, ce qui assure aux pieds une meilleure prise sur la roche. Chacune des 2 pointes s'ouvre en ciseaux pour tirer avantage de la moindre aspérité du rocher. Bientôt, c'est tout le troupeau, à l'exception des mâles reproducteurs, qui les rejoindra et migrera avec eux plus haut dans la montagne, vers ces prés luxuriants où la vigueur des insectes représente le seul désagrément. Les mâles, eux, passeront la belle saison en petits groupes, dans d'autres pâturages. Des castors ont bâti leur domaine sur un petit affluent de la rivière Saskatchewan. La fonte des neiges fera bientôt monter le niveau des eaux, mais pour l'instant, la hutte d'habitation fait peine à voir, trop apparente au milieu de la retenue que maintient mal un barrage instable. Itsiaki, le castor industrieux dont le nom indique qu'il ne cesse d'aller et venir, travaille sans relâche. Sa compagne, avec qui il entretiendra pendant plusieurs années des rapports monogames, cimente de torchis les parois de la hutte où ses enfants viendront au monde. Itsiaki, entre 2 acheminements de matériaux, entretient ses forces en consommant quelques branches enveloppées d'écorce tendre. Ce mets paraît soudain désirable à sa compagne. La femelle tourne autour du pot où l'on sert un si bon repas, mais elle découvrira vite que son compagnon n'entend pas se montrer partageur. Avant qu'elle n'ait pu s'en saisir, il nage avec son trésor vers l'entrée de la hutte, où il le rongera jusqu'à la dernière miette. Ici, dans ce monde d'eau et de prairies où revient chaque année la bernache du Canada, toute nourriture est une conquête. C'est l'heure où partent pêcher les harles-bièvres, canards friands de batraciens et petits poissons. Autre pêcheur, le grèbe jougri se reconnaît à son cri excité.
À tout royaume, il faut un souverain. Le pigargue à tête blanche règne sur le domaine des eaux. Certains s'organisent en groupe. Les pélicans encerclent les bancs de poissons et les déciment méthodiquement. Chacun d'eux doit faire passer de son bec à sa panse 2 kilos de poissons par jour. Pour le grand héron, la pêche est une affaire de patience. Sans fébrilité, il repère sa proie, frappe rapidement et avale. Le héron bioro lui aussi attend sa proie sans bouger, avant de porter son coup. Le balbuzard pêcheur ne s'adonne pas d'aussi lésineuses manières. Il opère en seigneur. Comme la foudre, il tombe du ciel. Nous sommes en juin. Le printemps achève sa révolution tranquille. La végétation réclame des vers plus éclatants. Les ruisseaux appellent l'eau venue des montagnes. Le vent transporte partout le mugissement des bisons nouveau-nés. Un bébé vient de naître. Comme le veut le protocole néonatal de l'espèce, sa mère le lèche abondamment. C'est à cet instant que tout se dérègle. Une autre femelle commence à manger ce placenta qui n'est pas le sien, comportement normalement dévolu à la mère, soucieuse de nettoyer le terrain des odeurs susceptibles d'attirer les prédateurs. Le bébé ne sait plus où il en est. L'odeur qu'il associe à sa propre naissance, celle du placenta, et grâce à laquelle il repère sa mère, il la sent à présent à 2 endroits différents. Il n'hésite pas longtemps et fait le mauvais choix. L'étrangère n'entend pas s'encombrer de ce fardeau. La vraie mère, elle, continue de faire place nette. Le bébé s'obstine et prend des risques. Enfin, sa mère part à sa recherche et à son tour se méprend. Le second bébé est le bon, mais elle ne le reconnaît pas. Elle revient en arrière. Il aura fallu que la voleuse de placenta assène au bébé un violent coup de front pour que ce dernier veuille bien retourner vers sa vraie mère. L'odeur est là, mais cette odeur qui signifie asile, tendresse, le nouveau-né l'associe désormais au coup qu'il vient de prendre. Il repart vers la voleuse. L'histoire pourrait mal finir si la véritable mère, enfin, ne prenait la direction des opérations et ne récupérait l'égaré de gré ou de force. Le nouveau-né échaudé n'emmène pas large. Il faudra du temps pour qu'il accepte de se laisser faire. Il aura rencontré l'adversité avant de boire sa première gorgée de lait, et quand le troupeau s'ébranlera, il sera prêt, lui, à le suivre à travers la plaine.
Lové dans le creux d'un roc, Stowabi, le serpent à sonnette, va vivre ce soir l'événement qui, 3 fois par an, lui permet de croître et de grandir, la mue. Bailler autant qu'on le peut. Se tourner, se retourner, se frotter, se gratter. Il faut aider le corps à se débarrasser de cette défroque étroite et inutile. Peu à peu, les lambeaux du l'exuvie, c'est-à-dire de la peau morte, s'accrochent au rocher. Bientôt, c'est la tête qu'on défera de cette enveloppe qui recouvre même les yeux. Aïbabo, l'autour des palombes femelles, est devenue indépendante. Elle sait désormais pourvoir à ses propres besoins. La journée commence par une toilette méticuleuse. Un craquement venu de la forêt lui rappelle soudain que la vie est là-bas et qu'elle doit s'en nourrir. Telle est la loi de son espèce. Aïbabo est un rapace, un prédateur virtuose. Et bientôt, comme tous les virtuoses, elle devra faire ses gammes.
presque 2 semaines, les gènes de Saha, le jeune Wapiti, lui ont enjoint de se fondre dans la nature, de s'y rendre indiscernable, transparent, absent. Le temps a passé. Saha est maintenant âgé d'1 mois. Il a rejoint le groupe de femelles auquel appartient sa mère. Pendant quelques semaines encore, Mahok, la mère de Saha, se montrera très protectrice et attaquera tout inconnu qui se dirigerait vers son petit. Saha ne sera sevré qu'à l'automne, mais déjà, il manifeste un intérêt soutenu pour les nourritures étranges dont les adultes semblent se régaler. Soudain, un autre jeune s'approche de lui, qui aussitôt s'enfuit, effarouché. Saha part à sa poursuite. Peut-être deviendront-ils les meilleurs amis du monde. Le visiteur a préféré rejoindre sa mère et la sécurité du troupeau familier. Il aura tout loisir, avant que vienne l'été, de fraterniser avec ses semblables. Issus des glaciers d'Eli et Waputiki, les chutes de Takakao s'élancent d'une arête rocheuse haute de 380 mètres. Quand vient la fin du printemps, on pourrait croire que toute l'eau des montagnes se répand peu à peu sur la plaine. Non loin de là, Odako, femelle grizzly, broute comme à son habitude les herbes tendres qui poussent sur la berge. Katayo Tsimi, le jeune mâle qui s'intéresse à elle depuis le début de la saison, vient à sa rencontre. La femelle se redresse pour mieux l'observer. Le marivaudage se poursuit. On se guigne. On se lorgne. On se toise. On se reluque. On vérifie que Sik, le vieux mâle, ne rôde pas dans les parages. Et enfin... Odako n'a pas encore 4 ans. Probablement trop jeune pour donner la vie, elle ne mettra bas pour la première fois que dans 2 ou 3 ans. Elle ne produira que 4 ou 5 portées tout au long de sa vie. Katayo Tsimi l'ignore, mais il ne lui offre qu'une répétition générale.
peine l'accouplement terminé, Odako chasse son partenaire, qui s'enfuit d'autant plus lestement qu'il a obtenu ce qu'il désirait depuis si longtemps. Ai Babo est née chasseresse, mais toute tueuse qui commence sa carrière a droit à un apprentissage. Première leçon, il était bon de donner de la voix au nid quand cela permettait de rester en contact avec une mère pourvoyeuse de viande. Désormais, il faut savoir que les cris font fuir le gibier. Heureusement, le faisan qu'on avait laissé fuir a repris son envol. Ai Babo ne peut s'empêcher de caqueter. Mais elle a su d'instinct fondre sur sa proie en un élan fulgurant. D'instinct également, elle sait plumer son gibier, entamer sa chair et s'en prendre d'abord aux parties les plus charnues. Dans la vallée, on a vite fait de se faire spolier. Le cri d'un aigle vient le rappeler à la jeune apprentie. Il faut manger vite, car ici, même les tueurs sont en danger. La terre se réchauffe au feu de jours plus longs. Les eaux abondent. Les lacs prennent des reflets turquoises. L'été est arrivé. Mais ici, entre montagne et prairie, son triomphe sera bref. Les bois des wapitis ont repoussé, irrigués par le velours, une peau épaisse et riche en vaisseaux sanguins. Les nouvelles parures se dressent sur le front des mâles, plus grand d'un andouillé qu'à l'été précédent. En cette saison, Moko se tient à l'écart du troupeau au sein duquel il reconstituera bientôt son harem. Moko est un grand mâle dominant dont la simple silhouette, glissant sur le reflet des eaux, suffit à inspirer de la retenue aux jeunes adultes les plus impétueux. La croissance des bois ne dure que 100 jours. 100 jours pendant lesquels le corps épuise à cet effort de construction toutes les ressources qu'il a pu constituer au printemps. Tant qu'ils sont recouverts par le velours, sensibles et parcourus de veines délicates, les bois sont fragiles.
Ils ne rempliront leur office et ne pourront servir d'armes que plus tard, quand la peau nourricière sera tombée, révélant enfin une matière osseuse morte, sèche et menaçante. Remis des 1000 émotions des jours qui ont suivi sa naissance, Oki, le jeune bison, se laisse gagner ce jour-là par l'ivresse de l'été. L'excitation le fait galoper à travers la prairie comme si elle n'appartenait qu'à lui, au risque de déranger quelques grands mâles placides qui pourraient l'embrocher d'un simple coup de corne. Tout rentre enfin dans l'ordre. Oki s'apaise. C'est autour de lui à présent que l'énervement va se répandre. De jeunes mâles commencent à lutter. Leurs combats ne sont encore qu'une forme d'entraînement, de mise à l'épreuve au terme de laquelle le plus faible se contentera de fuir. Les vraies luttes entre mâles rivaux auront lieu plus tard, en plein été. Devant le mufle des bisons que son passage laisse indifférent, Itsiaki le castor nage vers son domaine. Le cours d'eau, un affluent de la rivière Saskatchewan, ayant retrouvé son niveau des beaux jours, le barrage a pris une meilleure allure. Cependant, il faut encore le consolider. Un castor doit travailler sans relâche. Jour et nuit, toute la famille contribue aux travaux en cours. Le castor est un bâtisseur inégalé sur tout le continent. Il peut découper en 10 minutes un érable de 25 cm de diamètre et abattre 200 arbres en une seule année. Les branches tendres, bourgeons et brindilles serviront à l'alimentation. Les branches maîtresses deviendront des matériaux de construction. Des herbes ont poussé dans la boue dont Itsiaki a tapissé sa hutte, laquelle, désormais, se fond parfaitement dans le paysage. Le barrage retient assez d'eau pour que les entrées de la hutte et les réserves de nourriture deviennent inaccessibles à qui n'est pas, comme le castor, parfaitement amphibie. En quelques jours, l'air odorant dont les grands bisons mâles se gorgent à plein naseau va se charger de nuages qui vibrent et vibrionnent. Toutes ces créatures du micromonde, insectes, arachnides, acariens, paraissent ne pouvoir opposer à la force des grands mammifères que des agacements des démangeaisons.
Pourtant, à certaines saisons, quelques-unes d'entre elles peuvent tuer, avec moins de réticence que des fauves. Dans les eaux où il trouve les plantes aquatiques qui lui réjouissent l'appétit, un élan s'avance, levant haut les longues jambes qui lui donnent accès aux terrains encombrés ou embourbés. C'est une jeune femelle solitaire. Un mâle adolescent, encore malhabile dans ses démarches amoureuses et au bois à peine esquissé, l'a suivi jusque dans son marécage. Pour l'instant, on affecte de part et d'autre de n'être là que pour prendre son repas ensemble. Un repas d'herbes aquatiques qu'on va chercher sous l'eau, d'autant plus facilement qu'on a normalement le cou trop court pour se pencher jusqu'au sol. Il est donc plus facile de brouter quand le corps, à moitié enfoncé dans la vase, réduit la distance avec la nourriture. On décide enfin de courir ensemble à travers la prairie qui borde le plan d'eau. Enfin, le jeune mâle dépité verra rester sur place sa belle effarouchée. En digne cousin de l'épervier, l'autour des palombes est un chasseur virtuose. Aïe Babo, la jeune femelle, a déjà fait l'apprentissage de la chasse en piqué, technique fulgurante qui laisse peu de chance à la proie. Aujourd'hui, en dépit de son obstination à piailler quand il faudrait rester silencieux, elle va démontrer sa capacité à traquer une victime dans ses derniers retranchements. L'autour des palombes est l'un des rares prédateurs arboricoles capables de se mouvoir avec une agilité de singe entre les branches des arbres. Après quelques violents échanges sonores, l'écureuil se croit tiré d'affaire. Et c'est peut-être un faisan égaré sur les coteaux qui donnera sa revanche au prédateur. L'écureuil a tort. L'autour des palombes ne renonce jamais. Il fait bon quand la chaleur augmente s'élever vers des pentes plus hautes.
C'est ce que fait la chèvre des montagnes rocheuses qui perdra peu à peu sa lourde robe d'hiver, progressivement remplacée par un poil plus léger et plus jaune. La chèvre des rocheuses fréquente volontiers des zones escarpées. Elle fait partie des meilleurs grimpeurs du règne animal. Ses sabots souples sont équipés d'un mécanisme antidérapage, un coussinet de chair rugueux placé derrière la corne des doigts, comme un patin antidérapant. En cas de nécessité, la chèvre peut faire des sauts de 7 à 8 mètres vers le bas d'une pente, même si la surface est couverte de glace. De plus, les pattes sont courtes, ce qui donne à l'animal une morphologie mieux adaptée à l'escalade qu'à la course. Les matières végétales dont se nourrit la chèvre sont souvent faiblement digestibles. L'animal doit donc produire chaque jour près de 15 litres de salive qui serviront à la préparation chimique préalable du bol alimentaire. La chèvre des rocheuses tient à sa tranquillité routinière. Ceux qui viennent la perturber se font éconduire. Pendant l'été, les élans, persécutés par les moustiques, passent dans l'eau autant de temps qu'ils le peuvent. Ils sont adaptés à ce milieu. Ils sont capables au cours de leur longue randonnée de nager sur des distances de 20 km. Ils peuvent même plonger à 5 mètres sous la surface. Sans se départir de ses manières compassées habituelles, la jeune femelle qui avait ce matin même fui son prétendant revient vers lui alors qu'il s'abreuve et se nourrit. Au cou du jeune mâle pend une excroissance de peau en forme de saucisse qui, plus tard, se développera en un fanon barbu, signe patent de maturité sexuelle. On ne sait combien de temps durera le marivaudage des élans. Les escadrons de moustiques ayant terminé leurs attaques, les deux compagnons se retirent vers la forêt, où nul ne surprendra leurs amours adolescentes. La nuit s'avance sur la montagne, dont on peut voir l'ombre courir, voile glissant sur le sol, pour refermer le théâtre du monde visible.